Tout a commencé mardi devant ce commerce. Adama Traoré s'interpose pendant l'arrestation d'un de ses frères avant d'être lui aussi interpellé. D'après les gendarmes, il aurait ensuite fait un malaise dans leur fourgon. Son décès est annoncé à sa famille 4 longues heures plus tard. 2 autopsies et toujours aucune certitude. Les enquêteurs n'ont toujours pas réussi à déterminer les causes exactes de la mort d'Adama Traoré. Tu sens comment c'est puissant. Une date de mort est une date de naissance. Personne n'a été autant trahi que la confiance. Aujourd'hui encore on éteint le feu avec de l'essence. Musculation mentale forte. Ou soit t'es mort comme un chat dans un concours de pit. Ici les habitants les mieux lotis sont des balles de modèle 7 milli bien logées. L'espérance de vie est courte en GAV. Le Comico n'achève autant que le HIV. Coup de taser dans les tympans déguisé en AVC. Ton dossier est archivé. La police assassine. À l'assassine et le tribunal s'en réjouit. La police assassine prétextant que les rappeurs en ont fait l'apologie. Ici les noirs sont tétraplégiques. Le traitement des arabes est pire que la trithérapie. Les blancs sont les arbitres et beaucoup d'entre eux aimeraient niquer la grand-mère des élites. Étranger à domicile, le savoir est une arme et je suis armé d'un missile. Bientôt 2025 et l'esclavage ne s'apprend toujours pas dans les livres. Interpellation musclée, perte de connaissance. La jeunesse éteint le feu avec de l'essence. Coup de taser dans les tympans, perte de connaissance. Les preuves sont sous vidéosurveillance, mais tout est passé sous silence. Assa, Geoffroy, bienvenue chez Click. Le combat Adama sort ces jours-ci en librairie. C'était important que vous soyez ici, pour plein de raisons. La première fois qu'on a parlé de toi avec Geoffroy, c'était devant la maison d'arrêt de la santé. Il avait dit quelque chose qui t'avait interpellé. Il avait dit que ce combat, le combat autour de l'affaire Adama Traoré, concernait toute la jeunesse et tous les Français. Pourquoi est-ce que l'affaire Adama Traoré pour toi est importante ? Je vais même te dire plus que ça, pour moi c'est le centre du monde aujourd'hui. Tu sais, il y a des moments où il se passe quelque chose qui doit interpeller tout le monde, où la gauche se passe à des moments précis. Et très souvent on a tendance à penser la question économique comme étant la question centrale. Moi je pense que la question policière, la question du rapport à la police, la question du contrôle, la question du racisme, la question du suivisme des politiques par rapport à la base policière, l'absence de critique par la gauche des actions de la police est peut-être l'une des choses les plus centrales dans la construction des subjectivités de plein de gens. Après, tu avais vu ces images, vous êtes rentrés en contact, et 2 ans après arrive ce livre. Pourquoi ? Il y a une très belle idée de Derrida qui dit qu'il y a des moments où il y a des situations particulières qui contiennent le destin de l'humanité tout entière. Il prend par exemple l'exemple de Nelson Mandela. Il dit à un moment, Nelson Mandela, tout le monde savait que ce qui se jouait, c'était le destin de l'humanité dans le destin d'un individu qui était Nelson Mandela. Et moi, je suis persuadé qu'à l'échelle de la société, ce qui se passe autour de l'affaire Adama Traoré, ce qui se passe, qui a produit la mort d'Adama Traoré, ce qui se passe depuis la mort d'Adama Traoré, c'est-à-dire la répression du mouvement, l'emprisonnement de 4 frères d'Assa et d'Adama, c'est une situation à partir de laquelle l'ensemble de la société française est en question, l'ensemble des forces sociales, et que c'est un combat qu'il faut mettre au centre de la problématique politique, de la problématique théorique, de la problématique sociale de la société. Alors, c'est vrai que la manière dont Assa et moi nous sommes rencontrés, c'est d'abord par le biais de Click, par l'intervention que j'avais fait devant la Maison de la Santé, mais il faut toujours rappeler quelque chose, c'est que nous vivions dans des mondes séparés, Assa et moi, nous ne nous connaissions pas, nous vivions dans des milieux sociaux différents, et que notre rencontre, même si elle produit aujourd'hui, même si on s'adore, même si je considère Assa comme l'une de mes meilleures amies aujourd'hui, elle est quand même fondée sur la mort de quelqu'un. Et qu'il y a eu la mort d'Adama Traoré, qu'on ne doit jamais oublier, que quelqu'un est mort. Et très souvent, on oublie ce que ça veut dire, enfin que quelqu'un est mort, quelqu'un n'est plus là. Et donc, ce combat, c'est aussi un combat lié à l'urgence, lié à la question de la vie, lié à la question de la mort. Et c'est sur ce deuil-là, en fait, que se fonde aussi notre amitié, notre rencontre. Qu'est-ce qui, toi, Assa, t'a interpellé dans sa façon d'articuler ses idées et de décrypter ce que tu vivais ? Quand nous, on voit les premières images de Geoffroy avec toi, déjà, c'est tout de suite dans un cadre très rassurant. Parce qu'aujourd'hui, si on est là à quelques jours de la sortie du livre, c'est qu'on a une grande histoire avec Click, avec toi. Vous avez porté le combat Adama jusqu'à aujourd'hui et vous êtes encore à nos côtés. Et quand on voit Geoffroy avec toi et qu'il parle de l'affaire Adama et qu'il a ces mots forts, tout de suite ça nous interpelle. On dit il comprend le message, il comprend le combat, faut qu'on le rencontre. Et aujourd'hui, cette rencontre a évolué
vers une belle relation avec Geoffroy. Elle a évolué vers quelque chose de très fort aussi. C'est autour de ce combat, de ce livre, de ce bouquin qu'on appelle aujourd'hui le contre-manuel. Ce contre-manuel qui est face à l'État, qui eux ont ce manuel, on décide avec Geoffroy d'écrire, de faire ce livre. Et surtout, comme il le dit, on ne vient pas du même monde, on ne vient pas du même endroit. Mais aujourd'hui, le combat d'Adama Traoré est représentatif de ce livre. Le combat Adama appartient à la France, n'appartient plus qu'à la famille Traoré, presque 3 ans après. C'est un combat qu'on doit porter ensemble. Et à travers nos voix, à travers ce bouquin, à travers toutes les luttes qu'il y a eu jusqu'à aujourd'hui, c'est montrer au peuple français comment le pouvoir peut être destructeur, comment le pouvoir peut prendre la vie de mon petit frère, comment le pouvoir peut mettre mes frères en prison. Donc aujourd'hui, c'est tout ce qu'on met dans le livre Combat Adama avec Geoffroy. Il y a une phrase forte dans le livre. À un moment, vous parlez de Noirs qui sont mis à mort. Oui. Il y a une mise à mort systématique. Je pense que l'idée de faire un livre, c'est aussi le fait que les affaires de violence policière, les affaires de mort dans les mains de la police ou de la gendarmerie, elles vont avoir... C'est pas vrai qu'elles ne sont pas visibles, mais en fait, elles ont une visibilité qui les ramène à du fait divers. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a un mort, il va y avoir beaucoup de presse qui va venir dans le quartier, surtout s'il y a des révoltes des gens du quartier, et puis ils vont rester 3-4 jours, et puis ça va être oublié. Et en fait, les médias, très souvent, ou les intellectuels, en croyant qu'ils organisent la visibilité, en fait, ils organisent l'invisibilité parce que c'est un système de ça apparaît, puis ça disparaît. Et donc, ça prend la forme de quelque chose de local, à chaque fois, de transitoire, et dont on n'arrive pas à saisir le caractère systématique. Dans la lutte politique aussi, très souvent, on fait des interventions dans des rencontres publiques, on fait des textes dans les journaux, sur les réseaux sociaux, et il y a quelque chose aussi d'éphémère là-dedans, et il fallait, à notre avis, que quelque chose reste. C'est-à-dire que, comme le dit Assa, à partir du moment où on peut penser que l'État a une forme de manuel pour exercer la domination et la répression des mouvements de contestation sur la violence policière, il faut aussi doter les futurs Assa Traoré, les futurs frères d'autres Adama Traoré qui seront tués ou qui sont déjà morts, d'un contre-manuel, c'est-à-dire d'une lucidité sur la manière dont fonctionne la société et la manière de défaire le système judiciaire, de défaire la manière dont fonctionnent les expertises médicales, dont fonctionnent les juges, pour cacher et pour nier et dénier ce type de violence. Donc l'idée du livre, à partir de ce moment-là, il est de porter l'idée que Adama Traoré n'est pas mort parce que 3 gendarmes l'ont étouffé seulement. Il est mort aussi à cause d'un système. Assa Traoré dit dans le livre « Mon frère est mort sous le poids de 3 gendarmes et d'un système ». Et il ne faut pas oublier qu'il y a un système qui organise l'étouffement, l'asphyxie, la mise à mort régulière des jeunes garçons noirs et arabes dans les quartiers populaires. Il n'y a pas de comptabilité en France officielle du nombre de morts par la police ou de blessés par la police. Ce sont des associations qui le font, ce sont des militants qui font remonter les informations. Mais tous les sites d'enquête montrent que c'est au moins 1 par mois. C'est quand même fou de penser qu'en France, 1 fois par mois, quelqu'un meurt dans les quartiers populaires à cause d'actions de la police, soit par des techniques d'interpellation, soit par la mise en fuite, comme on l'a vu récemment à Grenoble avec Adam et Fatih. Et donc, cette question-là, elle est de réinscrire la mort d'Adama Traoré dans un système qui, de fait, produit systématiquement l'élimination sociale, l'élimination scolaire, l'élimination physique d'un certain nombre d'individus. Et donc, effectivement, à partir du moment où il y a un système social qui est en jeu, et que l'État, au lieu de prendre conscience de ce système tel qu'on le dénonce, mais combat ceux qui le dénoncent, et disent « nous ne voulons pas en parler », ou « ça n'existe pas », ou « ce sont de leur propre faute qu'ils sont morts », ça veut dire qu'ils couvrent ce système, et à partir de ce moment où il y a une volonté de cacher ce système, bah oui, il y a une volonté de mettre à mort, c'est-à-dire que c'est pas seulement que ce système existe, c'est que des gens en ont conscience, et en conscience décident de le cacher, donc ils portent une volonté que ce système se perpétue, donc on peut parler d'aujourd'hui de mise à mort des jeunes garçons noirs et arabes dans les quartiers populaires. C'est surtout aussi qu'à travers ce combat et à travers ce livre, c'est que faut que le lecteur puisse se dire que la vie de chaque être humain vaut d'être vécue. Aujourd'hui, on est dans un système, on est dans un monde, on est dans un pays où la vie de nos frères, où la vie de ces jeunes garçons de quartier, qu'ils soient noirs ou arabes ou des gens du voyage, leur vie ne vaut pas d'être vécue et que leur mort peut passer inaperçue. Quand mon frère se fait tuer, il n'a même pas de nom. On dit un jeune garçon. On va le criminaliser tout de suite. Et à travers ce combat et à travers ce livre, c'est de dire que leur vie vaut d'être vécue, qui peuvent participer à la construction de ce monde, qui peuvent participer à la construction de cette France et qui peuvent surtout participer à la construction de leur vie. Et aujourd'hui, ils n'ont même pas de liberté sur leur propre corps, sur leurs propres sentiments, puisqu'elle est gérée par des individus, elle est gérée par un pouvoir.
Et on le voit dans l'expertise qui est sortie il y a quelques semaines. Nous, on appelle ça un scandale judiciaire. Voilà comment nous sommes dans un pouvoir et dans un État qui va se partager les tâches. Le procureur, le juge, les experts, les médecins, les gendarmes, les policiers, ils vont tous se partager le rôle et les tâches pour pouvoir emmener sur un non-lieu ou pour pouvoir cacher ces morts et pour que ces morts ne soient pas visibilisées. Et c'est de déconstruire ça et de dire vous ne pouvez pas vous partager les tâches sans qu'il ne se passe rien. Quand les expertises vont sortir, l'avant-dernière, on va porter plainte contre la première experte qui va écrire cardiologie alors qu'elle dit qu'Adama Traoré a un cœur d'athlète. Donc voilà comment les juges aussi se cachent derrière les expertises, comment les procureurs se cachent derrière des gendarmes, des policiers ou derrière la justice, et chacun se donne un rôle pour mieux venir et de dire c'est pas ma faute, c'est l'expertise qui l'a dit, c'est le procureur qui l'a dit, c'est la justice qui l'a dit. Voilà comment il faut déconstruire ce pouvoir en tout cas qui masque et qui nous tue. Il y a un rôle que vous avez refusé d'endosser, c'est le rôle de porte-parole des quartiers, de porte-parole d'un certain antiracisme, parce que c'est pas une affaire d'antiracisme ou une affaire de quartier. C'est une affaire qui concerne tout le monde en fait. Le problème de la France et le problème de beaucoup de Français. Vous auriez pu tomber dans ces pièges. Souvent on nous dit pourquoi vous ne parlez pas de racisme ou de raciste pourquoi vous ne le développez pas. J'ai dit voilà où est le problème. Tant que les gens n'ont pas entendu le mot raciste ou on ne dit pas que c'est du racisme, ils ont l'impression que ce qui se passe en face d'eux c'est normal. On peut aller à la boulangerie et subir un acte raciste sans qu'on puisse dire c'est raciste. Et tant que les gens n'auront pas compris qu'autour d'eux et que ce qu'ils vivent, ce que les gens vivent, ce que nous vivons, bien sûr que ce sont des actes racistes. Quand Adama Traoré s'est fait tuer, il se fait tuer parce qu'il s'appelle Adama Traoré, parce qu'il est noir et parce qu'il vient d'un quartier populaire. Bien évidemment, les facteurs sont plus. J'ai dit, c'est ça qu'il faut arrêter. Vous ne pouvez pas rester spectateur de ce qui nous arrive. Nous ne sommes pas là pour vous mettre un disque dur en disant oui, c'est du racisme, donc réagissez. C'est du racisme, on n'est pas obligé de vous le dire et c'est à vous de le dénoncer. Et vous allez le dénoncer avec nous. Donc c'est important. Et moi, je suis la sœur d'Adama Traoré. Et à travers le nom de mon frère, à travers le nom d'Adama, ce qu'on pourra faire, on le fera pour tous les Adama Traoré. On a tué mon petit frère. On ne tuera pas son nom. Si le nom d'Adama peut changer beaucoup de choses, peut révolutionner beaucoup de choses, peut traverser les frontières pour aider d'autres Adama Traoré, on le fera avec son nom. Moi, je dis peut-être un mot sur ce que tu as dit sur la question des quartiers populaires. Effectivement, moi, je pense que ce qui est très important et ce qu'on essaye de décrire, c'est que nous vivons dans des systèmes relationnels, c'est-à-dire que la manière dont est organisée les vies des jeunes garçons, notamment noirs et arabes, qui subissent le contrôle d'identité, dont la pression policière définit leur rapport à l'espace public, à se sentir illégitime, à ne pas oser sortir de chez eux, de peur de l'agression, de la mutilation, de la mort, du contrôle, de la mise en garde à vue, etc. Elle définit des rapports à l'espace public différents, c'est-à-dire entre aujourd'hui des jeunes garçons qui vont avoir peur de sortir de chez eux, donc qui vont toujours se sortir comme corps en trop, comme corps en délinquance, comme corps illégitime à être sur un territoire, et d'autres qui vont être les jeunes blancs, par exemple de la bourgeoisie comme moi, qui eux n'ont jamais eu un rapport de leur vie avec la police, c'est-à-dire pour qui l'espace public est un espace naturel, offert, immédiat, et que donc la police, effectivement, elle organise un système de privilèges entre ceux qui vont être toujours renvoyés à l'illégitimité d'être là où ils sont, et notamment la question raciale de ce point de vue-là est tout à fait centrale. On sait qu'un jeune noir, par exemple, a 80% de chances d'être contrôlé par la police au moins une fois par an, alors que c'est seulement 16% pour un jeune blanc. Donc ça produit des effets psychologiques, des effets, des sentiments, enfin des rapports au monde extrêmement différents, et que de ce point de vue-là, le fait d'être blanc dans une société se définit par un privilège par rapport au fait d'être noir et arabe, et donc c'est un système dans lequel nous sommes tous inclus. Et moi, j'ai pas envie de vivre dans un système où je jouis de privilèges en conséquence que d'autres se sentent illégitimes, sont maltraités, etc. Après, tu disais, est-ce qu'il y a la question d'être porte-parole des quartiers populaires? Je crois quand même que, je répondrai un peu différemment, je pense que il y a une ça, case... elle l'a toujours refusé. Oui, mais moi ce que je pense, c'est que ce qui se passe dans les quartiers populaires, sur la question de la police, est l'une des cases noires de notre société. C'est-à-dire que c'est vraiment l'un des lieux d'expression, des systèmes d'élimination, Assad dit de persécution, d'asphyxie extrêmement puissants. Assad dit dans le livre, à un moment, nos quartiers, c'est l'endroit où c'est le plus fatal, où les choses sont les plus dures, et paradoxalement, c'est ce qui est construit comme le plus périphérique dans la société. C'est-à-dire ce que les médias ignorent, ce que les politiques ignorent, c'est-à-dire que la gauche ignore très souvent le mouvement social, et qu'on est dans une situation où l'endroit où c'est le plus dur a été construit comme l'endroit le plus périphérique par rapport au monde, ce qu'on ne pense pas comme le centre du monde. Et donc il y a aussi
aussi une idée, enfin je pense possible, c'est qu'est-ce que ce serait de partir de ce qui se passe dans les quartiers populaires, de ce qui se passe pour la vie des jeunes garçons et des filles dans ces quartiers, pour réinterroger comment fonctionne la police, comment fonctionne la gendarmerie, comment fonctionne la justice, comment fonctionne la prison, comment fonctionne l'école, comment fonctionne l'espace public, comment fonctionne la masculinité, comment fonctionne la famille, etc. Et c'est aussi un lieu nouveau de mise en place d'une théorie sociale et d'une politique radicale. Moi, je pense que tout mouvement social est lié à un lieu. Il n'y a pas de politique sans lieu, sans point de départ, sans point d'ancrage. Il y a tout un chapitre du livre où on discute de la question de la politique combat Adama comme combat local, comme combat ancré. Moi, je pense que le marxisme a été un combat extrêmement puissant et qui s'est indexé à la figure ouvrière pour produire le mouvement social. Et moi, je pense que le combat Adama doit être au XXIe siècle ce que le marxisme était au XIXe siècle, c'est-à-dire une nouvelle manière de comprendre la société et une nouvelle manière de lutter pour transformer la société. La question du porte-parole, elle n'est pas anodine. J'imagine qu'il y a plein de politiques qui ont essayé de récupérer le combat Adama. J'imagine qu'il y a eu, dans tous les sens, des tentatives de vouloir utiliser Assa Traoré comme un symbole d'un antiracisme, on va dire, folklorique. Oui. Et qu'aujourd'hui, la question des violences policières, la question de la criminalité, de nommer les criminels plutôt que les victimes, elle est souvent effacée pour parler d'identité, d'islam, de problèmes qui sont finalement ceux qui sont imposés par l'extrême droite. Aujourd'hui, le pouvoir va utiliser ça, diviser pour mieux régner. Ils viennent allumer le feu dans nos quartiers, ils viennent l'éteindre pour avoir le meilleur rôle. Et ça, on leur dit stop, on leur dit c'est fini, tout ça. Et on a l'impression que c'est le pouvoir qui maintenant désigne ses porte-paroles. Bien sûr, le pouvoir aujourd'hui va essayer de désigner des porte-paroles. Le pouvoir pour la banlieue. C'est ce qu'ils essayent de faire. Mais encore une fois, c'est masqué. Le réel travail se fait à l'intérieur des quartiers, ne se fait pas aux abords des quartiers ou ne se fait pas aux abords vers certains porte-paroles qui se disent porte-parole des quartiers populaires et qui ne sont même pas dans les quartiers ou qui ne sont même pas à nos côtés quand on fait des manifestations. Aujourd'hui, il faut aller sur le lieu public. On parlait de lieux, nos quartiers sont asphyxiés. Mon frère est mort avec le plaquage ventral. Sur les techniques d'immobilisation utilisées par les forces de l'ordre aujourd'hui qui ne sont pas interdites en France, mais qui sont interdites dans plusieurs États frontaliers, qui sont interdites dans plusieurs États aux États-Unis, l'asphyxie a emmené la mort à mon frère. Nos quartiers sont asphyxiés. Nos quartiers sont asphyxiés avec ces pseudonymes porte-parole qui viennent et désignés par le pouvoir en disant « vous serez notre porte-parole des quartiers populaires ». On n'a pas besoin de porte-parole dans nos quartiers. Nos quartiers sont des lieux de lutte, nos quartiers sont des lieux de pouvoir. Nos quartiers ont été construits avec des personnes qui ont lutté, qui se sont battues. Nous n'avons pas besoin de personnes extérieures nous dire ce que vous avez à faire, ou des personnes désignées par le pouvoir, par l'État, en nous disant vous devez faire ceci ou devez faire cela. Nous sommes notre porte-parole. Parce qu'on a tendance à effacer l'histoire militante des quartiers. Il y a des gens qui se sont battus après la marche des beurs des associations et on les sort du débat. Comment ça se fait qu'on les invisibilise autant, cela ? Quand on fait l'appel des Gilets jaunes, le comité Adama va faire l'appel des Gilets jaunes, c'est quelque chose qui va être pris avec beaucoup de recul. Les gens ne vont pas comprendre pourquoi on fait un appel à cette marche au mouvement des Gilets jaunes. Quand on nous pose la question, est-ce que c'est la place des quartiers populaires ? Je leur dis, mais c'est une question et une insulte. Nous ne devons pas être validés par des Gilets jaunes. Ça fait des années que les gens des quartiers vivent sous le seuil. Alors que je leur dis, le mouvement des Gilets jaunes, il a un historique. L'historique des Gilets jaunes, il vient des quartiers populaires. Ce mouvement ne peut pas se faire sans nous. Les quartiers populaires, on ne peut pas être la cinquième roue de ce carrosse où les décisions vont être prises et on va venir nous les imposer. Nous allons prendre ce mouvement, nous allons demander l'autorisation à personne pour aller dans ces rues de Paris. Parce que l'historique des Gilets jaunes, il vient des quartiers. Dans nos quartiers, des personnes se sont battues. Dans le quartier, des personnes se sont battues politiquement. Dans le quartier, des personnes ont renversé un système pour qu'on puisse avoir des droits, pour qu'on puisse avoir des privilèges. Qui mieux que dans le quartier peut parler de la pauvreté, de la précarité et du chômage et du logement. Donc comment ce mouvement ne peut pas se faire sans nous ? Il doit se faire au respect des personnes qui sont mortes. Mon frère est mort à cause de ce système. Des personnes ont été blessées, ont été mutilées avec ces flashballs. Donc comment se fait-il ? C'est impossible que nos quartiers ne fassent pas partie de ce mouvement. Comment vous réagissez quand vous entendez le spécialiste police-justice de BFM parler des flashballs en disant « ces armes-là, il faut les laisser en banlieue ». C'est OK pour les banlieusards, quoi. Nos vies ne valent pas d'être vécues à leurs yeux. On parle
on parle de l'abolition de la peine de mort, mais l'abolition de la peine de mort, elle n'est pas pour nous, elle n'est pas dans nos quartiers. Aujourd'hui, quand nos frères, quand on se fait tuer, quand on se fait mutiler, quand on se fait blesser, c'est pas grave, parce que pour eux, nous ne sommes pas là pour participer à la construction de ce monde et pas là pour participer à la construction de cette France. Donc la question qu'on se pose aujourd'hui, la question que je me pose aujourd'hui, nos quartiers sont-ils des camps d'entraînement? Alors peut-être je dis un mot sur la question de ce qu'a dit le journaliste de BFM sur les banlieues. Je pense que ce qui est très important de penser, c'est que très souvent dans les quartiers populaires, la police et la gendarmerie ont des actions très très différentes de la manière dont on se représente la police et la gendarmerie. Ou très souvent, quand on se représente la police, on pense que c'est une force qui doit nous protéger ou qui doit intervenir quand on est en danger et qui va nous sauver si jamais on est cambriolé, si jamais on est agressé, etc. Et ce qu'on observe dans les quartiers populaires, très souvent, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que c'est la police qui initie un cycle de violence. C'est-à-dire que la violence, elle vient de la police. C'est elle qui crée le cycle de la violence, qui l'ouvre par le contrôle d'identité, par le tutoiement, par les fouilles, par les petites maltraitances quotidiennes, etc. Et que donc il y a une espèce de lieu dans lequel la police, effectivement, est mise pour fonction de produire de l'élimination sociale des gens. C'est pour ça que moi je crois beaucoup à l'idée selon laquelle il existe en France un système d'élimination systématique des jeunes garçons noirs et arabes dont la police est l'un des rouages. Et quand ce journaliste dit ça, en gros il veut dire que ça, c'est allez-y. C'est offert à vous, c'est votre rôle de la police de le faire, c'est-à-dire de mutiler, d'éliminer socialement, d'éliminer physiquement même un certain nombre d'individus. Il est possible, et je le dis de manière, même si je pense qu'il faut dénoncer radicalement la manière dont la police produit la mutilation dans les Gilets jaunes aujourd'hui, il est tout à fait possible que l'inflation médiatique, intellectuelle autour de la répression policière des Gilets jaunes ait aussi une fonction de dépolitisation de ce qui se passe dans les quartiers. C'est-à-dire en fait de dire que la violence elle est illégitime quand elle s'applique à un mouvement social, quand elle s'applique à quelque chose qui est démocratique, quand elle s'applique à la manifestation, ce qui a permis de dépolitiser la question du maintien de l'ordre quotidien, du contrôle d'identité, du racisme de la police, et qu'il faut parfois, dans le monde social, il faut toujours interroger qu'est-ce qui est vu comme positif. Et il est possible que la fonction aujourd'hui de la dénonciation des violences policières en manifestation ait pour fonction de dépolitiser la question des pratiques policières dans les quartiers et joue un rôle de réinvisibilisation du caractère politique de ce type de comportement. Et c'est pour ça qu'il faut à la fois dénoncer les violences policières sur les Gilets jaunes et dans les manifestations, et en même temps se méfier de cet appétit qu'il y a à les dénoncer en quelque sorte, en contribuant à ne pas parler de ce qui se passe. Ce qui s'est passé à Grenoble avec les 2 garçons qui sont morts récemment aurait dû faire la une autant que ce qui s'est passé pour les Gilets jaunes, et il ne l'a pas fait. Donc de quelle manière est-ce que certaines violences policières permettent de cacher d'autres violences policières, et ça je pense que c'est très important. Sur la question des porte-paroles et de désigner des porte-paroles, c'est vrai que moi, sur ça, j'ai une position un peu différente. Moi, je crois que porter la parole, c'est très noble. Et je crois que c'est très, très beau l'idée qu'en intellectuel, en militant, qui n'est pas nécessairement concerné directement par un sujet, on peut essayer de porter une parole dans un espace où il ne serait pas accueilli ou légitimé si jamais on n'était pas là. Moi, j'ai toujours dit que je pense qu'une de mes fonctions comme intellectuel, qui peut être invité à des endroits dans l'université ou dans les médias où le combat d'Amal n'y était pas, il est plus aujourd'hui, il est devenu un combat, je pense, central et tout le monde le sait. Donc c'est une parole qui a de moins en moins besoin de ce type de relais, mais à un moment, moi effectivement, aller à la télé, aller dans les grandes radios, etc., porter la parole de Assa, pas à sa place, mais démultiplier sa parole, faire qu'elle soit présente de plus en plus un peu partout, je pense que c'est très noble. Et je pense que c'est pas la même chose de trahir une parole, c'est-à-dire de l'approprier, ce que tu appelles la récupération, dans un agenda politique en fait de répression des vraies questions, que de se mettre en position de alléger un peu le poids du comité. Tu sais, c'est dur d'avoir un frère mort, avoir des frères en prison, il y a des questions des visites, il y a la question de porter un combat, il y a le fait d'être surmené, le fait que, même si jamais un combat c'est dur à mener, et donc tout combattant a besoin de gens qui l'aident, qui lui font un peu, qui l'allègent un peu du poids du combat. Et je crois que le rôle de l'intellectuel, c'est aussi ça, de porter la parole. À la place n'est pas un bon mot, mais de démultiplier à ce moment-là le champ d'exercice de la parole. Porte-parole en venant en soutien et en aide, c'est autre chose que d'être porte-parole d'un mouvement ou de la voix de personnes des quartiers populaires. Si nous, aujourd'hui, on ne s'était pas battus et qu'on n'avait pas pris notre propre voix et qu'on ne s'était pas imposé et qu'on avait dit ces porte-paroles-là, on n'en veut pas et que personne ne parlera de nous, qui mieux que nous peut parler de Adama, ou qui mieux que nous peut parler de ces quartiers. L'année dernière, on fait une tournée à des quartiers populaires qu'on va reprendre là dans les beaux jours parce que leur voix est importante, leur visibilité est importante, parce qu'ils sont invisibilisés, mais ils sont invisibilisés par ces personnes-là qui sont désignées par le pouvoir parce qu'eux aussi veulent avoir ce pouvoir-là. Et personne n'a le droit et personne ne peut parler à notre place, et c'est ce qui a été fait depuis des années. Si on avait laissé des personnes parler pour nous,
que ce soit des politiques, des intellectuels ou autres, dès le début, on n'en serait pas là aujourd'hui. On a imposé nos voix et aujourd'hui, c'est ce qui doit se passer. Et à travers ce combat, à travers tout ce mouvement, c'est aussi de faire comprendre à toutes ces personnes-là, nos voix sont aussi importantes que n'importe quelle personne et personne ne peut venir décider pour nous dans nos quartiers, personne ne peut venir parler à notre place dans nos quartiers et c'est ça qu'il faut arrêter. Et on donne la parole si on le souhaite. Aujourd'hui, si Geoffroy écrit le livre avec moi sur Combat Adama, je l'ai accepté. On ne me l'a pas imposé, je ne me suis pas senti forcé, je l'ai accepté. J'ai quand même ce droit-là, j'ai imposé ma voix, j'ai imposé la décision, j'aurais pu dire non. Et c'est ça qu'il faut garder. Il faut qu'on garde ce contrôle sur notre voix, ce contrôle sur notre façon de se déplacer, ce contrôle de cet espace public-là. Et c'est ça qu'il faut arrêter quand on aura récupéré ça. En tout cas, on pourra avoir autant de force que n'importe quel autre citoyen et personne ne peut parler pour nous. Personne, qui que ce soit. Aujourd'hui, quand on voit ce qui s'est passé depuis 2 ans, question très simple à ça, c'est quoi le quotidien d'Assa Traoré? Comment on vit? Comment on gère ça? Qu'est-ce que tu peux dire Ça, c'était une question vraiment pour toi, en l'occurrence, au quotidien. Parce que quand on s'expose, qu'on prend la parole comme ça, on ne peut pas reprendre un... Tu faisais quel job avant? Mon quotidien aujourd'hui, c'est, tu sais, le combat de mon frère. Mon frère, il s'est fait tuer il y a 2 ans. À l'heure où je te parle, Mouloud, tu étais venu à Beaumont, tu avais fait une interview avec mon frère Youssouf, qui est aujourd'hui en prison. On a été incarcérés tous les deux, comme par hasard. Nous, on nous a attrapés au matin. À 7h du matin, ils sont venus chez nous, nous ont attrapés. Et nous, moi, je ne comprenais pas pourquoi ils venaient chez nous pour nous attraper alors qu'on avait commis... On n'avait rien fait, quoi. Il y avait Samba aussi ce jour-là qui est toujours en prison. Aujourd'hui, on est avec toi. Tous mes petits frères sont en prison. Voilà quel est notre quotidien. Quand je dis aujourd'hui, nous sommes dans un pouvoir qui peut tuer Adama Traoré, nous sommes dans un pouvoir qui peut mettre les frères d'Adama Traoré en prison, ben, nous sommes dans un pouvoir qui a créé des soldats malgré nous. Aujourd'hui, nous sommes devenus des soldats malgré nous. Aujourd'hui, moi, mon quotidien, c'est pour mes petits frères qui sont en prison. On aura la vérité, la justice pour Adama, mais on ne l'aura pas au sacrifice de mes petits frères qui sont en prison. Aujourd'hui, on fait Fleury, Bois d'Arcy, Oni, Meaux, Villepinte. Ça, c'est notre quotidien. C'est aussi continuer à se battre. Quand on a l'expertise qui sort il y a quelques semaines, c'est une victoire. C'est une bataille qu'on a gagnée dans cette guerre face à ce système. Si on ne s'était pas battu dès le début, mon petit frère serait mort de cause cardiaque et d'infections très graves. Si on ne s'était pas battu, Adama serait mort de drépanocytose. Aujourd'hui, nous avons 4 experts imminents, des grands chercheurs qui vont écrire noir sur blanc que Adama Traoré est bien mort asphyxié suite au contrôle d'identité, suite au contrôle des gendarmes. Ça, c'est un combat qu'on a mené avec le comité Adama. C'est un combat qu'on a mené avec les gens de chez nous, à Beaumont, à Persan, à Champagne, parce que si on est là aujourd'hui, c'est un combat local. C'est un combat local qui est fort, qui est dans notre quotidien. Donc c'est tout ça aujourd'hui. Le quotidien, c'est tout ça. C'est d'aller vers la justice et la vérité avec le comité, avec Geoffroy, avec toutes ces personnes-là, avec toi aussi, Mouloud, parce que c'est un combat que tu portes aussi à nos côtés. Quand cette expertise sort, c'est une victoire, c'est une bataille qu'on gagne, mais qu'on gagne tous. Parce que c'est le combat d'Adama Traoré est un combat aujourd'hui qui appartient aussi à la France. Donc le quotidien, c'est ça. Le quotidien, si je m'occupe de mes enfants aussi, le quotidien, c'est tout en même temps. Parce que je continue à d'essayer de vivre le plus normalement possible. Mais on est là pour avoir la vérité, la justice pour Adama et on ne lâchera pas. Ce livre, quand on parle de manuel, une question très simple, c'est qu'en général, un manuel correspond à des règles. Qui fixe les règles ? Justement, alors, c'est compliqué parce que la question du monde social, c'est la question de système de pouvoir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tellement de gens qui décident de mettre en place un système de pouvoir, mais il y a de fait des règles qui organisent dans un système social d'exclusion, de persécution, d'étouffement, d'asphyxie, de mise à mort. Et en même temps, même si on pense en termes systématiques, comme je crois que la sociologie doit le faire, il faut aussi penser qu'il y a des individus qui sont derrière, enfin comme le fait le livre d'Édouard Louis qui a tué mon père lorsqu'il va nommer à la fin des individus responsables de la dégradation du corps de son père. Et il y a aussi des individus qui activent des systèmes et qui prennent des décisions, un certain nombre de décisions. Il ne devrait pas y avoir de combat Adama. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Adama Traoré est mort, il ne devrait pas être mort.
Mais en plus, normalement, Assa Traoré, c'est une victime, c'est une famille de victimes. Normalement, dans un état de droit, l'État protège les victimes, l'État se met au service des victimes. Les gendarmes sont les coupables, les gendarmes sont les responsables. Or, aujourd'hui, on a le droit qui fonctionne de manière complètement inversée, où le procureur ou les juges se mettent du côté des coupables et pas du côté des victimes. Et normalement, Assa ne devrait même pas avoir d'avocat. Ça devrait être le procureur, son avocat, qui représente la société, qui représente les victimes. Donc, il faut comprendre qu'il y a une inversion de l'ensemble des principes de l'État de droit dans le combat à Adama. En général, quand la police et la gendarmerie sont en cause, on assiste à une forme de destruction de l'État de droit, où l'État ne se met plus au service du droit, de la vérité, de la justice, mais se met au service de la police ou de la gendarmerie, et décide que les siens, c'est la police et la gendarmerie. Et or, se comporter comme ça, c'est pas se comporter comme un État de droit, c'est se comporter comme un gang. En fait, l'État dit, c'est les miens, je protège les miens, je protège mes flics, mes gendarmes, et je ferme le système comme ça contre ce qu'incarne Assa. Et alors, je dis un mot là-dessus sur comment te dire, il y a des gens qui activent ça. Je veux dire, ce que raconte Assa dans le livre, c'est la première décision de Bruno Le Roux quand il est nommé ministre de l'Intérieur d'un gouvernement socialiste, c'est d'aller voir les gendarmes impliqués dans la mort d'Adama Traoré. Je veux dire, ça, c'est une décision individuelle, c'est pas seulement un système, c'est-à-dire qu'il décide de valider ce système-là individuellement. Et c'est d'autant plus grave qu'il ne prend jamais contact avec la famille Traoré, jamais contact avec Assa. Au moins, au pire, comme socialiste, il pourrait recevoir les deux, tu vois, en mode synthèse, mais même pas. C'est-à-dire qu'il fait typiquement le choix les gendarmes, quoi. Donc il n'est pas ministre de l'Intérieur, il est ministre des gendarmes. Et ça, c'est quelque chose qui est une décision individuelle. Quand les frères d'Assa sont en prison, c'est des juges qui les mettent en prison. Il y a 2 juges à Pontoise qui ont décidé individuellement de mettre en prison les frères Traoré. Et ça, c'est des individus qui prennent des décisions. Donc il y a aussi, effectivement, un manuel, c'est-à-dire que le droit n'est pas quelque chose qui est respecté ou dont l'esprit est respecté, mais c'est quelque chose qui est utilisé par les instruments de pouvoir, par les gouvernants, par les juges, par les magistrats, pour faire la guerre aujourd'hui au combat Adama. Le combat Adama qui, en fait, aujourd'hui incarne l'état de droit, incarne la justice contre l'État qui, lui, trahit l'idée de droit et l'idée de justice. C'est intéressant, cette histoire de système, parce qu'il y a aussi des hommes et des femmes de l'autre côté. Nous, depuis qu'on parle de cette affaire, on reçoit des mails de femmes, surtout, et d'hommes policiers, gendarmes, qui ne veulent pas être assimilés à ce qui s'est passé autour de l'affaire Traoré. Ils disent, nous, on ne cautionne pas, on n'est pas des tueurs, on essaie de faire notre mieux, on est sous-payé, on essaie de faire en sorte que ça se passe bien parce qu'on a aussi grandi dans ces quartiers-là. Moi, je ne suis pas là pour criminaliser ces policiers dont tu le dis, mais je suis là pour dire à ces policiers, tant que vous ne dénoncerez pas ces autres policiers, tant que vous ne dénoncerez pas ces autres gendarmes, vous êtes comme eux. Quand Adama Traoré, quand mon petit frère se fait tuer ce jour-là, ce 19 juillet, le jour de son anniversaire, dans cette cour de gendarmerie, il n'y a pas que 3 gendarmes. On est quand même dans une caserne de gendarmerie qui est remplie. Qui va dénoncer? Qui va nous appeler pour nous dire qu'Adama Traoré il est mort à la famille Traoré? On va apprendre la mort de mon frère plusieurs heures après. Il est aux alentours de 23 heures. Qui, quand mon frère va être criminalisé, quand on va dire que mon frère est mort de cause cardiaque et d'infection très grave, tant que ces gendarmes-là, tant que ces policiers-là ne viendront pas dénoncer, de dire « nous ne sommes pas comme eux, on va dénoncer ce qu'ils font », on restera toujours dans ce même système. Est-ce que vous en avez reçu des témoignages de policières et de policiers? Moi, jamais. De gendarmes, jamais. J'ai reçu des messages d'insultes, beaucoup, ça par contre, oui. Alors, c'est quelque chose qui, d'ailleurs, qui est très, très important, c'est le fait que je crois que les policiers et les gendarmes, très souvent, produisent une opération symbolique qui est très classique dans les systèmes de pouvoir, c'est-à-dire de faire passer les forts pour les faibles. Et ça, c'est quelque chose qui a été très important dans la redistribution du pouvoir depuis une vingtaine d'années, où très souvent, on a fait passer les dominants pour des dominés mis en cause par les dominés. Par exemple, on le voit aux États-Unis, où on pense à un pays qui va être menacé par l'immigration mexicaine, par exemple. On va faire penser comme si Israël était un État menacé par les Palestiniens. On va faire croire que la masculinité est menacée par le féminisme, tu vois. Donc il y a tout un ensemble de systèmes de pouvoir aujourd'hui qui fonctionnent sur le fait de faire passer les dominants pour des gens faibles mis en cause par les dominés qui, eux, seraient les forts, et de faire cette espèce de révolution symbolique. Moi, ce que je constate très souvent de la part des gendarmes et des policiers, c'est cette opération-là. C'est-à-dire de faire croire que c'était eux les victimes, c'est eux qui supportent la violence, c'est eux qui supporteraient l'agression, c'est eux qui seraient le corps faible. Or, c'est le corps fort, la police et la gendarmerie, c'est le corps qui décide de contrôler, c'est le corps qui décide de courir après. Moi, je suis très frappé dans les histoires de fuite, par exemple. Il y a beaucoup de garçons qui meurent à scooter, ils fuient un contrôle d'identité, et ils se font renverser par un bus. On a vu là à Grenoble, il y a eu Selom et Matisse à Fives, enfin, il y a eu Clayton à Orly, il y en a eu beaucoup ces derniers mois, vraiment énormément. Bon, voilà typiquement une situation où l'une des questions qu'on pose toujours, c'est pourquoi fuient-ils les gendarmes ou la police? Mais l'une des questions, et dont on réfléchit beaucoup dans le livre avec Assa, c'est pourquoi les gendarmes courent après.
Ça, c'est une décision de courir après. Il n'y a aucune nécessité de courir après ou d'enclencher une pourchasse comme ça pour des faits souvent tout à fait mineurs de conduite sans casque ou peu importe. Et donc, il y a une espèce aussi de décision de la part des gendarmes de mettre en danger, de poursuivre, d'activer des systèmes d'élimination. Et de ce point de vue-là, moi, je crois qu'il ne faut rien céder aux opérations d'intimidation que les dominants essayent de faire croire. La police est un groupe fort, la police est protégée par l'État, la police est protégée par le droit. Les gendarmes aujourd'hui qui sont mis en question, tous leurs charges financières sont prises en charge par l'État, donc par nos impôts. Donc Assa Traoré et moi payons des impôts pour que ces gendarmes soient défendus, alors que Assa doit, elle, payer de sa propre poche et de sa famille. Et donc tout l'argent qui va au comité de soutien sert aussi à cette lutte. Et il faut comprendre aussi cette situation. Donc les gendarmes sont forts, c'est un corps fort. Et donc les systèmes par lesquels les gendarmes se font passer comme en danger ou faibles, c'est des stratégies rhétoriques pour inverser la hiérarchie des valeurs dans une société. Il ne faut pas se tromper qui sont les forts et qui sont les faibles. L'État aussi est responsable de ça. Quand on voit même dans la communication, quand ils vont donner des droits, quand ils délivrent ces permis de tuer à ces policiers ou à ces gendarmes, l'État va consolider, l'État va renforcer ces gendarmes-là et ces policiers-là. Donc l'État est aujourd'hui, l'État est contre nous. Quand on dit que ce livre est comme un contre-manuel, quand mon frère va se faire tuer, quand tous ces jeunes garçons, quand Ali Ziri va se faire tuer, quand Lamine Dieng va se faire tuer, quand Gaye Camara va se faire tuer, tous, quand Wissam va se faire tuer, ils vont nous criminaliser systématiquement. Les policiers, les gendarmes vont passer pour des victimes et nos frères morts, eux, pourtant ils sont morts, eux vont devenir les coupables. On va les criminaliser, on va leur inventer des maladies. Et ça, c'est ce qu'ils font systématiquement. Et c'est validé juste derrière par la justice. Quand on a le procureur Yves Janier qui vient dire à la télé qu'Adama Traoré est mort parce qu'il avait pris de l'alcool et de la drogue et de causes cardiaques et d'infections très graves, alors que c'est faux. Et qu'on a les juges derrière qui vont pas faire leur travail correctement et qui vont cautionner ce que le procureur va dire. Quand on a une experte qui va sortir des maladies inventées. Donc c'est tout un système qui est très ficelé. Quand les gendarmes ou les policiers vont venir se victimiser, chacun a un rôle très important. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut dénoncer, c'est quelque chose qu'on dénonce dans ce livre, et de dire que nous sommes des victimes, nous sommes les vraies victimes, nos frères ne sont pas les coupables, et c'est ça qu'il faut renverser. Et ils arrivent dans l'opinion publique, c'est ce qu'ils arrivent à réussir à faire. Qui ? Les médias ont un rôle très important. Oui, moi je me souviens quand il y avait la mort C'est facile de dire les médias. Non, ça existe, moi je sais, on le cite dans le livre quand il y a eu le garçon qui est mort... Il y a plein de journalistes objectifs. Le garçon à Nantes qui est mort, sur lequel un gendarme ou un CRS, je ne sais plus, a tiré dessus. Je crois qu'il s'appelait Aboubacar Fofana. Tout de suite les articles qui sont sortis, l'un dans l'Obs et l'autre dans Libération, ça a été Aboubacar Fofana avait-il un casier judiciaire, Aboubacar Fofana a-t-il recherché par la police, donc qui dans est la presse Aboubacar Fofana de gauche. Ce qui est très intéressant, ça veut dire que, et c'est un peu pareil quand la façon dont on nomme, on va dire il y a une affaire Traoré, il y a une affaire Malik Oussekine, il y a une affaire Wissam El Yamni, il y a une affaire Gaye Camara. En fait, il n'y a pas d'affaire Traoré, il y a une affaire des gendarmes de personnes. Il n'y a pas d'affaire Malik Oussekine, il y a une affaire des voltigeurs. Il n'y a pas d'affaire Wissam El Yamni, il y a une affaire de la police de Clermont-Ferrand. Savoir nommer différemment. Et donc, en fait, ça veut dire que la criminalisation, c'est l'opération par laquelle on va organiser notre attention sur la victime et pas sur les coupables. C'est exactement la même chose dans le féminisme. Quand une femme est agressée, on va dire est-ce qu'elle a aguiché le mec, est-ce qu'elle était habillée trop court, etc. On ne fait plus ça aujourd'hui. On sait qu'on va regarder du côté du coupable et du parti de la domination masculine. Donc, de la même manière, je pense qu'il faut aussi renommer ces affaires. Et moi, je dis, il n'y a pas d'affaire Traoré, il y a l'affaire des gendarmes de Persan. Et c'est pour ça, juste pour continuer sur ce qu'il dit, quand on nomme les gendarmes, ils vont porter plainte contre nous. Ils vont porter plainte contre nous en juillet 2018 parce que nous avons donné et nommé leur nom sur les réseaux sociaux, chose qui n'est pas illégale. Tout de suite, ils vont se sentir agressés et ils vont porter plainte contre nous. Et aujourd'hui, on reporte plainte contre eux. Voilà, dans le système où nous sommes, où tout de suite, ils se sentent intouchables. Eux, il ne faut pas les nommer, mais eux peuvent nous nommer, eux peuvent nous tuer. Donc, non. Et c'est tout ça qu'on dénonce aujourd'hui, et de dire, comme Geoffroy le disait, oui, les gendarmes sont forts, les policiers sont forts, ils sont censés être là pour nous protéger. Et aujourd'hui, on voit que non. C'est pour ça que la question, une question qu'on développe, une question qu'on se pose, qu'il faut développer. Nos quartiers sont-ils des camps d'entraînement ? Que se passe-t-il réellement dans des camps d'entraînement des militaires? Que se passe-t-il dans des camps d'entraînement des policiers? Il se passe exactement la même chose dans nos quartiers. Le livre est extrêmement dur. Je mets ça en précaution pour les âmes sensibles. C'est un livre qui est très très dur. Il y a des propos d'une rare violence à l'intérieur. Mais le message global, c'est paradoxalement un message d'espoir.
Il y a énormément d'espoir. En fait, dans ce moi, je ne pense pas que ce soit un livre dur. Il y avait une très belle phrase de Marx quand on lui disait mais vous décrivez le capitalisme comme une industrie. C'est très très dur votre théorie sur le capitalisme. Il disait c'est pas moi qui suis dur, c'est le capitalisme. Tu sais, c'est pas notre livre qui est dur, c'est la société. C'est les vies qui sont vécues, c'est la manière dont les vies sont mutilées, c'est la manière dont le système de pouvoir fonctionne. Il y a un chapitre au milieu du livre où avec Assa, elle parle Assa des 3 morts de la famille Traoré. Assa Traoré, son grand-père est mort pendant la guerre de 39-45. Son père est mort à cause notamment, très jeune, à cause des conditions de travail et notamment d'un cancer du poumon lié à l'amiante. Et son frère est mort dans les mains de la gendarmerie. Voilà une famille où à chaque génération ça tue, où chaque génération a quelqu'un qui meurt à cause de l'État, soit à cause de la guerre, soit à cause des conditions de travail, soit à cause de la gendarmerie. Qu'est-ce que ça veut dire une famille où chaque génération construit un système qui tue la génération d'après? Ben, c'est pas le livre qui est dur, c'est la société qui est dure. Et donc la question que je voulais poser sur l'espoir, c'est qu'est-ce que ça veut dire l'espoir? À qui il s'adresse? L'espoir que porte ce livre? L'espoir, il s'est construit à travers le combat Adama. En tout cas, pour nous, et si on a pu partager cet espoir et porter ça avec d'autres personnes, bah... Mais qu'est-ce qu'on espère alors? Qu'est-ce que vous voulez qu'on espère? C'est ça la question. On espère la justice. Quand on arrive, tu sais, on a mis plusieurs maladies à mon petit frère. Adama Traoré est mort de cause cardiaque. Adama Traoré est mort d'infection très grave. On se bat, on dit non, on y va, on demande une autre expertise. Adama Traoré est mort de cause cardiaque. On se bat, on dit non. C'est pas vrai, il n'est pas mort de drépanocytose. On se bat et on arrive à cette expertise. Ça, c'est un espoir. Ça, c'est un espoir. Beaucoup de monde, il y a 2 ans, ne croyait pas ou ne pensait pas, ou nous disait de toute façon, les gendarmes vont toujours gagner, l'État va gagner, la police va gagner, ça va être dur, vous n'allez pas y arriver. Bah, aujourd'hui, quand on gagne cette expertise, quand c'est écrit noir sur blanc que les gendarmes sont responsables, bah, pour nous, c'est un espoir. C'est un espoir qui nous emmène vers le procès. C'est un où tous les éléments sont là. C'est un espoir où on dit, bah, venez, on ira tous ensemble à ce procès-là. Mais ce procès-là, c'est pour changer pour tous les Adama Traoré. Et quand tu dis que le livre, il est dur, bah, en fait, ça me fait plaisir. Parce qu'en fait, ça veut dire qu'il est à la hauteur de ce qu'il y a en face du contre-manuel. Parce qu'on fait le contre-manuel de cet été-là, de ce pouvoir-là, qui est dur. Donc si, pour toi, quand tu le lis, tu te dis que ce livre, il est dur, ça veut dire qu'il est à la hauteur de la puissance, il est à la hauteur des crimes, il est à la hauteur de la violence que nous, on reçoit dans nos quartiers. Le comité Adama n'arrive pas comme ça. Le comité Adama arrive avec une histoire qui a été construite. Le comité Adama arrive sur les traces du MIB. Le comité Adama arrive sur les traces de Ramata Dieng, qui s'est battu pendant 12 ans. Donc aujourd'hui, ça c'est un livre qui s'ajoute en tout cas à cette lutte et à ce combat-là pour arriver à dénoncer ce pouvoir et de dire à ce pouvoir, vous n'allez plus vous partager le pouvoir pour nous emmener à des non-lieux, pour masquer les morts de nos petits frères, pour écraser ou asphyxier nos quartiers et surtout de dire que nos quartiers ne sont plus des camps d'entraînement, nos vies valent d'être vécues. Et je parle d'espoir par rapport justement à des mouvements comme le MIB, Mouvement de Libération des banlieues, qui étaient là avant. Ça veut dire que peut-être qu'après le comité Adama, il y en aura d'autres et qu'il ne faudrait pas spécialement attendre des morts pour que les quartiers s'organisent. C'est de là, c'est de cet espoir-là dont je parle. Est-ce que tu penses c'est pour ça, quand qu'il y a une possibilité que ça s'organise sans forcément être dans une structure politique ou être féodé à un mouvement Bien sûr. C'est pour ça, quand je te dis qu'on n'a pas de porte-parole. Nous sommes notre porte-parole dans nos quartiers où nous n'avons pas besoin de porte-parole. La voix de chacun est puissante, la voix de chacun est forte, la voix de chacun est fondamentale, la voix de chacun peut porter et soulever un mouvement. On l'a fait à Beaumont, on l'a fait avec le combat Adama. D'autres quartiers peuvent le faire et on peut le faire ensemble. C'est ça la force, c'est de le faire ensemble. C'est de dire aujourd'hui, les quartiers populaires ne sont pas extérieurs à la France. Les banlieues ne sont pas extérieures à la France. Et c'est surtout d'enlever les fantasmes qu'il y a sur nos quartiers. Quand on parle de quartiers, quand on dit que dans les mouvements des Gilets jaunes, les quartiers ne sont pas là, je leur dis, mais vous fantasmez encore sur nos quartiers. Dans nos quartiers, il n'y a pas que des jeunes entre 16 et 18 ans, il y a aussi des enfants, il y a des bébés, il y a des grands-parents, il y a des parents. Il y a une vie dans ces quartiers-là. C'est ça les banlieues, c'est ça les quartiers populaires. Et ça, on va le porter ensemble, vous allez le porter avec nous. Et surtout de dire, l'espoir, je le vois en disant, personne ne sera spectateur de ce qu'on subit. Personne ne doit rester spectateur de ce qu'on vit. Personne ne doit rester spectateur du pied qu'on a dans la vie et du pied qu'on a dans la mort. Et on va le dénoncer ensemble et on va aller ensemble, en tout cas, être pour plus fort. La France a toujours divisé son peuple, divisé pour mieux régner. Aujourd'hui, on va être plus divisé, on va aller ensemble. Et c'est ça l'espoir.
Est-ce qu'il y a une ambition politique derrière tout ça, à J+3 ans de l'élection d'Emmanuel Macron? Mais moi, je pense déjà, à la base, d'un point de vue du mouvement social ou du mouvement de contestation, qu'il y a une crise aujourd'hui très forte de la manière dont les gens se sont représentés par les catégories du discours politique, par les mouvements sociaux, par les organisations syndicales ou militantes traditionnelles, et qu'il y a besoin aujourd'hui d'une bouffée de réel, qu'il y a besoin d'une réalité nouvelle qui apparaît dans le champ public. Parce que si on fait la cartographie, le PS a déçu, a redéçu, a re-redéçu, l'UMP a défié, le FN gagne des voix et Mélenchon ne séduit pas. Donc aujourd'hui, on a quand même des statistiques qui sont assez flippantes, même dans les quartiers. Mais moi, je pense qu'on vit je ne sais pas comment te dire, parce qu'il ne faut pas confondre un état donné et une dynamique. Et moi, je pense qu'en vérité, on vit un grand moment de gauche aujourd'hui. Et vraiment, le moment de gauche, ça veut dire de défaire les appareils traditionnels de la gauche pour reconstruire de nouvelles forces. Donc, à l'état aujourd'hui, on peut avoir l'impression d'une forme de faiblesse de la gauche, d'éparpillement, et que la droite et l'extrême droite est très très forte. Mais en fait, cet éparpillement, il est positif à gauche. C'est-à-dire qu'on a tellement été pris par des appareils, par des discours, par des rhétoriques qui éloignaient en fait des gens de la gauche, qui éloignaient des gens de la politique, qui éloignaient des gens du discours et de la mobilisation politique, que si jamais aujourd'hui par le comité Adama, mais aussi par beaucoup d'autres mouvements sociaux avec lesquels le comité s'est battu, il y a une recomposition du vocabulaire de la gauche, des images de la gauche, des stratégies de la gauche, et bien forcément ça délite un peu les appareils traditionnels pour en reconstruire de nouveaux. Et moi, je pense que autour du comité Adama, il y a aujourd'hui la possibilité de faire naître une nouvelle manière de concevoir le langage politique, de parler politique. Quand ça parle, elle parle de la question de la violence, de la question des classes, de la question de la race, de la question de la police, de l'action de l'économie d'une manière très très différente de la manière dont on y est habitué. Et ça, pour moi, c'est une bouffée de réel dans le discours politique qui est susceptible de produire de nouveaux gens qui arrivent dans le mouvement de contestation et qui portera, moi j'en suis absolument certain, les fruits d'un mouvement renverseur. Est-ce qu'il y a des politiques qui vous intéressent ou pour l'instant ça n'existe pas? Mon frère se fait tuer sous un mandat de gauche, qui est le PS. Aujourd'hui, moi, on ne se sent pas en tout cas représenté par cette gauche-là. J'ai envie de dire que la vraie gauche, c'est nous. C'est nous, cette vraie gauche-là. C'est nous qui défendons en tout cas ces vraies valeurs, ces vrais principes. Nous, toutes ces autres personnes-là qui ont cru en cette gauche-là. Et on revient à ce que tu disais tout à l'heure, quand on ne veut plus de ces porte-paroles qui vont venir parler à notre place dans nos quartiers et aller sur un pouvoir politique qui se dit de gauche, on viendra encore plus puissant parce que notre voix va porter. Et nous, on va s'organiser. Nos quartiers se sont toujours organisés politiquement. Ça ne vient pas d'hier, mais ce sont ces personnes pseudo-porte-parole qui vont venir étouffer ces voix-là et qui vont partir et qui vont utiliser en tout cas nos voix. Ça, c'est fini. On va s'organiser dans nos quartiers, on va s'organiser dans nos banlieues, on va s'organiser dans le monde rural et de dire on va construire cette gauche qui nous appartient et on va se donner de la force. Si ce n'est pas le comité Adama, c'est un autre comité. Si ce n'est pas nous, c'est un autre mouvement. Mais en tout cas, on va la construire ensemble et la vraie gauche, c'est nous. Aujourd'hui, la gauche qui me représente, c'est nous, c'est toutes ces personnes-là qui sont autour des combats, qui sont autour de ces mouvements-là, mais pas la gauche que nous avons au pouvoir. Il y a aussi la question de la violence médiatisée. On a pendant longtemps assimilé quartier, émeute, violence, l'espèce de sainte trinité qu'on a vu sur les chaînes info. Aujourd'hui, quand on regarde les débordements dans les manifestations, notamment autour des Gilets jaunes, on voit clairement des gens d'extrême droite organisés. Quand on se balade sur les Champs-Élysées, on voit des slogans d'extrême droite. Oui. Notre ingé son a été frappé parce qu'il est juif. Pourquoi est-ce que la criminalisation n'est pas la même ? Alors, je vais te dire, la vérité, pour moi, c'est une question, une question de couleur, très difficile, ça, parce que moi, je ne m'appellerai jamais à la criminalisation. C'est-à-dire que je ne crois pas à l'idée de répression d'État. Et donc, je ne vais pas te dire, oui, il faudrait taper plus fort sur l'extrême droite ou les antisémites qui se déchaînent aujourd'hui. Et il faudrait prendre modèle sur la répression des quartiers pour imposer ça à d'autres types de groupes dont je suis les ennemis politiques. Je ne crois pas du tout que la question de la justice soit l'égale répression. Par contre, comment te dire, je pense que ce qui est certain, c'est qu'il existe pour moi dans les quartiers populaires
C'est plus une question, si on analyse pourquoi il y a cette inégalité de répression, parce qu'en fait, il y a une inégalité de gens qui sont perçus comme légitimes à occuper un territoire. Et au fait, c'est la question de qui a le droit de protester et qui a le droit de se sentir chez lui, en fait, en quelque sorte. C'est ça la question qui est posée. Et je pense que pour une bonne partie des mouvements, ça montre d'ailleurs le rapport de l'État à l'extrême droite, qui considère qu'en fait, les mouvements d'extrême droite ou les mouvements fascistes sont des mouvements, comme sont souvent des mouvements blancs, sont des mouvements légitimes. C'est chez eux, donc on peut casser chez soi, en quelque sorte, comme on casserait son appartement, comme on casserait son téléphone quand on se dispute avec quelqu'un. Alors que comme les jeunes garçons des quartiers populaires, comme l'a dit Assa, sont vus comme hors France, en fait, sont vus comme périphériques. Eux, il faut toujours les renvoyer à une délinquance ontologique. C'est-à-dire qu'ils sont déjà toujours délinquants. Ils devraient toujours ne pas être là. Assa dit dans le livre, à un moment, on veut nous faire disparaître, en fait, et si on pouvait nous faire disparaître, on le ferait. Et donc, quand ils activent des modes de révolte un peu, disons, forts, parce que c'est plus facile de se balader le soir dans Paris à 4 skinheads qu'à 4 arabes et noirs. Ah oui. Oui, mais quand je disais tout à l'heure, ils ont construit ces fantasmes autour des quartiers. Ça a été construit. Quand on arrive à ces discours en disant les quartiers populaires, c'est que ça ne date pas de maintenant, ça date depuis très longtemps. On peut aller dans un quartier populaire et se promener sans qu'il ne se passe rien. Mais nos quartiers ont été laissés à l'abandon. Nos quartiers ont été asphyxiés. Et quand ils appellent, quand ils emmènent tout ça, c'est pour appeler, c'est pour légitimer plus de violence, légitimer plus de policiers dans nos quartiers. Quand je disais tout à l'heure que nos frères ne peuvent pas participer à la construction de cette France, ils y participent dans ce sens-là. Parce qu'ils ont besoin d'être au pouvoir. Et pour être au pouvoir, pour réprimander, pour être dans la répression, pour justifier d'avoir plus de policiers, ils sont obligés de le créer. Ils ont créé tout ce qui se passe aujourd'hui. Ça s'est construit sur des années. Ça ne date pas de maintenant, mais ça a été créé par un État. Quand l'État abandonne ses quartiers, quand l'État criminalise ces quartiers, c'est eux qui le créent pour avoir plus de pouvoir, pour légitimer d'avoir plus de policiers. Et bien évidemment, on n'est pas légitime. Sur le premier mouvement des Gilets jaunes, ça avait été les quartiers populaires, on aurait eu l'armée tout de suite. Ils nous auraient envoyé l'armée tout de suite. Quant à Beaumont-sur-Oise, avec la championne du monde Aya Sissoko, on fait de la boxe un événement familial, l'État nous envoie l'armée. Voilà comment ça se passe. Nous sommes encore dans un état colonial quand ça nous concerne. Si nous, on va à l'Élysée ou sur les Champs-Élysées, tout de suite, la répression sera beaucoup plus forte, sera beaucoup plus puissante. Donc, bien évidemment, je ne mettrai jamais mes petits frères, jamais ces jeunes garçons devant ces policiers, ces CRS, parce que si demain, ils devaient avoir le choix entre tirer entre un gilet jaune blanc et les gilets jaunes de nos quartiers, ils ne vont même pas se poser la question. Ça sera automatique, ça sera sans réflexion. C'est eux qui vont prendre les premiers coups. Donc aujourd'hui, parce que nous ne sommes pas, à leurs yeux, nous ne sommes pas considérés comme légitimes. Mais quand eux, on voit l'extrême droite écrire ça et que ça devient presque légitime, nous, on leur dit on se bat déjà contre l'État. On se bat déjà contre un système. On ne va pas laisser l'extrême droite prendre cet espace-là, prendre cet espace qui nous appartient. On ne va pas se battre en plus contre eux. Nous avons déjà ce système-là, nous avons déjà l'État. Donc ce mouvement-là, on va aller ensemble pour dégager cette extrême droite-là qui ne nous représente pas. Donc c'est ça, c'est cette considération de légitimité. Donc quand on y va, je leur dis, je suis légitime, personne ne nous valide, on y va si on a envie d'y aller. Et ça, c'est important que les gens puissent l'entendre. Et aujourd'hui, les gens l'ont entendu. Aujourd'hui, les gens en prennent conscience parce que c'est un historique qu'ils ne connaissent pas. Les gens sont aussi dans quelque chose d'inconnu. Quand la France ne raconte pas son histoire à son peuple français, qui part de l'esclavage, qui part de la colonisation jusqu'à aujourd'hui, on met un peuple dans une très grande ignorance. On met un peuple dans des idées comme si eux étaient légitimes et d'autres n'étaient pas légitimes parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire. Quand on va à l'école et qu'on ne nous raconte pas l'histoire de la France, quand on ne nous raconte pas l'esclavage, quand on ne nous raconte pas la colonisation, quand on ne me dit pas que Assa Traoré, heureusement que mon père était là pour me dire que mes grands-parents ont fait la guerre 39-45, qu'un est mort sur le sol français et qu'un est mort sur le territoire français, si nos parents ne nous disent pas, la France nous cache cette histoire-là. Et ça, c'est important dans la construction des idées des citoyens français. Il faut rétablir la vérité, il faut rétablir ce qui nous est dû, il faut rétablir cette légitimité, il faut surtout rétablir notre histoire pour qu'on puisse en tout cas avancer et être légitime dans tous ces mouvements-là. Ce livre, il a un pouvoir, c'est-à-dire qu'il peut créer une bascule. Souvent, quand on parle d'insurrection d'un quartier, on a ces images d'émeutes. Là, ça provoque une insurrection structurelle, c'est-à-dire de renverser le système pour créer le nôtre. Est-ce que vous avez conscience
que c'est encore plus dangereux? Moi, je n'ai pas parlé d'émeutes. L'émeute, c'est ce que le pouvoir va utiliser. C'est ce que je dis. Voilà. On dit la même chose. Nous, on fait c'est des révoltes. Aujourd'hui, c'est des révoltes, ce sont des révoltes construites. Quand un peuple se révolte, c'est qu'un peuple doit se lever pour défendre ses droits. Quand un peuple se révolte, c'est que le peuple il est oppressé. Quand un peuple se révolte, c'est que c'est un peuple qui est malade. Quand c'est un peuple qui se révolte, c'est un peuple qui est en souffrance. Donc aujourd'hui, la révolte est légitime. La révolte est quelque chose de normal face à un État répressif. Donc bien évidemment, on espère que, en tout cas pour moi, que le peuple français, que ce soit du sud au nord, de l'est à l'ouest, va continuer à se révolter pour que chaque être humain puisse avoir les droits qu'il mérite, pour que chaque personne, pour que chaque être humain puisse avoir la vie qu'elle mérite et qu'ils n'ont pas de droit sur nos morts et qu'on peut vivre notre vie en toute liberté. Bah ça, c'est normal de se révolter pour dire que voilà, mon frère ne devait pas mourir ce 19 juillet 2016. Mon frère ne devait pas mourir le jour de ses 24 ans. Tous ces jeunes garçons ne devaient pas mourir. Donc c'est normal de se révolter face à la mort ou face à une liberté d'expression ou à une liberté dans le corps. On peut se révolter pour tout. On se révolte quand des femmes se font agresser. On se révolte quand des personnes se font violer. On se révolte quand il y a des insultes. On se révolte pour beaucoup de choses. Mais je dirais aussi que c'est très beau ce que tu as dit, ça me plaît beaucoup l'idée que le livre il est une forme de prolongement dans l'espace des structures sociales et du discours, de la révolte qu'il peut y avoir dans l'espace des corps. Et de fait, le combat d'Adama, il vient aussi du fait qu'il y a eu des révoltes à Beaumont, à Persan, pendant plusieurs jours suite à la mort d'Adama Traoré, et que c'est aussi ce qui a créé une base avec le comité pour ensuite porter ce mouvement, qui ensuite prend différentes formes, dont le livre aujourd'hui, qui est donc un prolongement des révoltes qui se sont produites à ce moment-là dans un livre. Et c'est un livre qui, moi je pense, doit vraiment être considéré comme une arme. Enfin, c'est un livre actif, c'est un livre révolté, c'est un livre révoltant, c'est un livre qui doit changer les structures mentales, changer les structures sociales. Mais je ne dirais pas que le but du livre est de faire de la révolte, je dirais qu'il est l'écho de la révolte dans l'espace du discours et que le but, c'est avant tout que moins de gens meurent. Voilà, je pense que le but, c'est quand même que les vies soient plus vivables, de créer un État, de créer une société dans laquelle tout le monde peut construire sa propre vie, comme le dit Assa, dans laquelle tout le monde a de la considération, dans laquelle toutes les histoires sont racontées, dans laquelle il n'y a pas de système comme ça d'oppression, de relégation. Et il s'agit avant tout de rendre les vies vivables et de diminuer l'emprise de l'ordre policier, de l'ordre des gendarmes sur les vies qui se produit aujourd'hui. Donc on revient à l'espoir. Oui, on revient à ça. Dernière question. C'est fait bizarre de vous la poser, mais c'est quoi votre définition d'une clique ? Une alliance. Beaucoup de choses. Déjà, une clique, c'est un groupe. Une clique, c'est on a les mêmes idées, on a les mêmes convictions et on part ensemble. Je pense que ça, c'est une bonne clique. On est un groupe avec les mêmes idées. Et c'est surtout clique de chez vous. C'est chez vous. Et, Je suis content que cette rencontre ait eu lieu. Eh oui. Merci à toi. Absolument. Merci à vous. Merci. Click Sport, c'est toutes les semaines sur Click TV, c'est votre nouveau rendez-vous où chaque semaine, on vous propose de vous raconter ou de vous faire découvrir une légende du sport. Moi, j'ai plutôt vu ça comme, je sais pas, clic-clac, je sais pas. Et nous voilà en compagnie de notre invité toute la semaine, Kobalade. Bienvenue, c'est ta première télé ? Eh bah bienvenue, c'est chez nous, chez Click, Clic-clac. Moi, c'est la première interview que j'ai faite, c'est avec toi. On était avec mon groupe, je me rappelle encore de l'image, on était dans le studio, ils ont mis la lumière rouge, je sais pas pourquoi j'ai cette image-là, je me rappelle. Ouais. T'es le premier à y répondre sur notre chaîne. C'est quoi ta définition d'une clique ? C'est un groupe de potes avec qui on restera pas toute la vie. Pourquoi pas toute la vie ? Parce que sinon c'est une famille. Je pense qu'on se rencontrera un seul jour. À bientôt, James, et bon courage. Oh, that's incredible. That's sweet. That's sweet. You know, it's just like you, he never talks.
Bienvenue pour la première de Parle-moi. Dans Parle-moi, on va parler littérature, mais pas de livre, puisqu'il paraît qu'aujourd'hui on ne lit plus. Donc à défaut d'un livre, on va parler d'une page. Chaque semaine, on va recevoir des gens qu'on trouve inspirants, qui vont venir partager leur expérience sur un sujet qui touche tout le monde. Et la première qui arrive, c'est la confiance en soi. Et ça se voit, on est au top. Que suis-je? Je suis chinois. J'ai des cheveux un peu bizarres. Je suis un peu chelou, d'une façon générale, je suis chelou. Mais j'ai un talent de ouf. Je suis Bounaïmin et j'arrive sur Click TV. Salut, c'est Cut Killer et chaque semaine je vais vous présenter un album. Et cette semaine, Ready to Die de Notorious B.I.G. J'en fais bien. Mouloud, c'est pour toi. Reportage spécial en direct de la Somalie avec Jérôme Jarre ici. Là exactement, on est en direct de Cox's Bazar au Bangladesh, plus précisément dans le camp des Rohingyas, pour faire quelques jours en immersion à la rencontre de ces peuples. Moi, j'avais un rêve et j'ai été jusqu'au bout de ce rêve et j'espère que vous aussi, vous aurez des rêves et vous irez jusqu'au bout. Donc on touche ce bois là. Que t'as touché quand t'étais petit. Ouais, j'ai touché.